Alors, donc, on va parler de la Russie, puisque en ce moment, si vous voulez, avec la guerre en Ukraine, on a une campagne de propagande sur les médias pro-ukrainiennes et surtout anti-russes. Hein, et on va regarder un peu ce que c'est que la Russie. Alors, la Russie, c'est d'abord 17,4 millions de kilomètres carrés. Il faut savoir que la France, c'est 550 000 kilomètres carrés. C'est-à-dire que la Russie, c'est 33 fois la surface de la France, dont 7,7 millions de kilomètres carrés de forêt. C'est un véritable trésor qu'il possède. C'est la plus grande forêt du monde. C'est un petit pays au niveau des habitants, puisqu'il n'y a que 145 millions d'habitants. Mais au niveau de la richesse, c'est un pays c'est l'Eldorado. C'est pas comparable avec l'Espagne, avec l'Italie ou quoi que ce soit, même pas d'ailleurs avec la totalité de l'Europe, puisque la Russie, c'est le deuxième producteur mondial d'or, très très loin devant les États-Unis. C'est le 6e producteur de charbon. Alors, et surtout, c'est le 3e producteur de titane. Or, le titane, c'est quoi? C'est un métal qui possède des qualités tout à fait exceptionnelles. Il faut savoir que on fait beaucoup d'objets en acier qui sont des alliages. L'acier, c'est une densité de 7,8 au décimètre cube. Le titane, c'est 4,56 et surtout un point de fusion qui est de 1650 degrés, alors que l'acier fond à 1400 degrés. Donc ça permet de faire des missiles, de faire tout un tas de produits qu'on pourrait faire en acier, mais qui seraient plus lourds, qui seraient moins performants. Donc voilà le titane. Ensuite, bien sûr, ça c'est connu, c'est le 3e producteur dans le monde de pétrole. C'est le 2e producteur mondial de gaz et surtout le 2e producteur d'aluminium. Or, avec les idioties qui ont été faites par nos gouvernants, par toute l'Union européenne, de mettre la Russie sous embargo, et bien maintenant, on a de grandes difficultés en ce qui nous concerne pour trouver de l'aluminium, puisque évidemment, on n'achète plus rien aux Russes, mais on se prive de nos matières premières, et il y a beaucoup de sociétés en France et en Allemagne qui ferment les portes. Hein. Ensuite, c'est le premier exportateur de blé dans le monde, avec des quantités qui sont énorme. Je mets dans le livre tous les chiffres. Il faut savoir qu'ils ont multiplié d'une façon phénoménale la production de blé entre 2000 et 2022. Donc, comme je l'ai déjà dit, le président Vladimir Poutine a redressé ce pays, puisque tout à l'heure, je vous parlais de mon voyage que j'ai effectué, c'était en 99, en Sibérie, et donc j'ai pu voir dans quel état économique était ce pays à l'époque et comment ce pays a été redressé sous la direction de Vladimir Poutine. C'est quelque chose de tout à fait remarquable. Et c'est aussi le premier producteur mondial de diamants. Alors là, en ce qui concerne les diamants, je peux vous dire qu'il n'y a pas eu d'embargo, parce que les gens l'ignorent peut-être, mais la place où tous les diamants dans le monde sont traités, elle se trouve à Anvers, dans une rue. Hein, et là, eh bien, pendant la guerre, on va dire que les affaires ont continué, puisque les diamants arrivaient toujours à Anvers, où ils se faisaient l'objet. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez un peu que là, il y a des exceptions au niveau des embargos. Alors là, je vais vous faire voir un tableau qui va vous surprendre, parce que on n'imagine pas, mais ça va nous permettre de comprendre beaucoup d'autres choses. Donc là, déjà, on comprend que la Russie, les sanctions qu'on fait contre eux, ils s'en foutent. Parce qu'il y a des quantités de pays dans le monde qui veulent leur acheter de l'or, qui veulent leur acheter du titane, du pétrole, de l'aluminium et tout ça. Donc eux, vous voulez pas nous en acheter, c'est pas grave. Il y a les Indiens qui sont là, il y a les Chinois, il y a tout le monde. Et le monde est grand. Et donc de l'Europe, ils s'en foutent complètement. Donc là, je vais vous faire voir quelque chose que les gens ignorent. Parce que alors là, on n'est plus dans la stratégie, mais c'est quand même important. Nombre d'ingénieurs diplômés par année et par pays. En 1990, les USA occupent la première place avec 224 000 ingénieurs diplômés.
Le Japon, la deuxième, ça c'était connu à l'époque. La France est classée septième. Et l'Iran, petit pays à l'époque, produit quand même chaque année à cette époque-là 62 000 ingénieurs. Donc on prend ces gens-là pour des abrutis, mais vous allez voir la suite. Année 2000, et là, surprise, c'est la Russie qui occupe la première place, qui produit le plus d'ingénieurs dans le monde, et 286 000 ingénieurs diplômés des grandes écoles en Russie cette année-là. Ils passent devant les États-Unis. La Chine est troisième, mais l'Iran est sixième. Donc, il faut savoir qu'entre 1990 et 2000, la population, évidemment, iranienne a augmenté légèrement, mais enfin, on est dans des proportions. C'est un pays qui, à l'époque, fait à peu près 50 millions d'habitants. Aujourd'hui, ils sont 85 millions. La France, elle, maintient son niveau avec 83 000, mais on est classé 12e. Donc on passe de la 7e place à la 12e place. Et on va progresser, et on arrive en 2010, où là, la Russie a fait un bond phénoménal. Première, avec 420 000 ingénieurs diplômés en 2010. Les USA sont toujours à peu près avec le même nombre d'ingénieurs diplômés avec 2039. Et l'Iran est troisième avec 214 000 ingénieurs. Et alors, quand vous avez connaissance de ça, vous comprenez un peu ce qui se passe en ce moment entre l'association des Iraniens et des Russes. Mais surtout, ce que l'on comprend, c'est que ces gens-là, ce qu'il faut bien savoir, c'est que depuis 1979, l'Iran a été sous embargo provoqué par les États-Unis, embargo total, ils ne pouvaient rien acheter, rien faire, et donc, 1979. Et donc, malgré ça, ils passent, si vous voulez, ils arrivent à la troisième place avec 214 000 ingénieurs, et comme ils n'ont pas beaucoup de moyens financiers, ils n'ont pas les moyens de consacrer la recherche sur des avions de chasse, sur des bombardiers, tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se spécialiser dans la conception et dans la fabrication des drones. Et ces drones vont jouer un rôle prépondérant dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ce sont les drones qui ont été fournis par l'Iran depuis le début de la guerre qui ont permis à la Russie de faire des dégâts considérables dans l'armée, qu'on ne va pas dire ukrainienne, mais c'est l'armée qui est fournie, formée, etc., par l'armée américaine. Et donc, ils ont fait vraiment des cartons avec ces petits drones et sur tout un tas de choses. Et alors, maintenant, ça va avoir des conséquences. On est actuellement, là, aujourd'hui, le monde est en train de basculer sur le plan géopolitique. Nous avions une puissance qui dominait tout, qui était les États-Unis. On était dans un monde unipolaire. Et le niveau de l'Iran et de la Russie ont permis, bien sûr, parce que là, vous avez l'explication, il faut savoir que les missiles hypersoniques, il y avait encore quelques semaines que 2 pays dans le monde qui étaient capables d'en produire. La Russie, bien entendu, qui maîtrise la technologie depuis 2018, 7 ans d'avance sur les USA, et la Chine, qui a obtenu un transfert de technologie en partie depuis la Russie en direction de la Chine, donc missile hypersonique capable, avec un petit missile, de couler un porte-avions américain. Donc ça, il faudrait que les gens l'aient présent à l'esprit. Et surtout, maintenant, l'Iran, qui va produire elle-même un missile hypersonique qui s'appelle Fatah. Donc la Russie lui transfère une partie de la technologie, et ces gens-là ont la capacité de produire sur leur territoire un missile hypersonique qui fait que toutes les cartes sont rebattues au Moyen-Orient, parce que jusqu'à présent, Israël, qui possède 360 têtes nucléaires, régnait sans partage sur le Moyen-Orient. Maintenant, Israël deviendra vulnérable à des missiles, même avec des charges conventionnelles, qui seront tirés depuis l'Iran, puisqu'ils ne pourront pas les arrêter. Donc, quelle va être
La capacité de production des Iraniens, ça on l'ignore encore, mais il faut savoir que ces gens-là c'est un peuple qui a plusieurs milliers d'années de civilisation, c'est pas des abrutis, et la preuve, on les retrouve avec 215 000 ingénieurs diplômés en 2020. Vous voyez, donc voilà la situation actuellement, et les USA qui, eux, sont restés à peu près dans les 240 000 ingénieurs. Donc, quand vous avez cette vision des choses, vous voyez, c'est ça, en fait, ce qu'il faut. C'est pour analyser une situation, il faut aller chercher des informations et puis ensuite faire les rapprochements. Et là, vous comprenez ce qui se passe. Et donc, on reviendra un peu plus tard sur l'évolution du conflit en Ukraine. Mais alors, avec la Russie, j'ai pu voir, moi, des petits documentaires sur leur technologie au niveau des hélicoptères. C'est fabuleux. Ils ont produit un hélicoptère qui s'appelle le Ka-52. C'est quelque chose qui n'a pas l'équivalent dans le monde. Et alors, cet hélicoptère, actuellement en Ukraine, c'est pas ce qu'on nous raconte sur les chaînes de télévision, mais moi je l'ai vu à l'œuvre, je peux vous dire que ils tirent les chars comme des lapins. Et ils ont monté sur cet hélicoptère un système qui est actuellement unique. Quand il y a des missiles qui sont tirés en direction de cet hélicoptère, il y a des appareils qui le détectent et qui lui envoient des informations pour le dérouter. Et vous voyez le missile qui arrive en direction de l'hélicoptère et hop, qui repart vers le sol. Donc, vous voyez, on était, si vous voulez, avec les Israéliens, ils avaient mis au point des leurres, c'est-à-dire qu'ils sortaient derrière des avions, tout ça, des choses qui attiraient les missiles plutôt que d'aller percuter l'avion. Là, on n'en est plus là. On va directement diriger le missile pour qu'il aille, et quelquefois, il le renvoie sur le point de départ. C'est le Ka-52, c'est quelque chose qui va faire basculer le conflit maintenant en Ukraine, et on va voir certainement d'ici la fin du mois de septembre comment les choses vont évoluer, mais elles vont évoluer très très vite sur ce terrain. Moi j'ai prévu, vous savez depuis longtemps, que les Russes prendront Odessa, le port, la ville et toute la région, et on verra, je vois ça pour le mois d'octobre, donc on verra si j'ai raison. Donc voilà quelque chose qui va, je pense, va étonner un peu les gens qui nous regardent. Monsieur Chevrier, merci infiniment de toutes ces informations. Pour finir, votre présentation sur le tableau, en termes de géopolitique, puisqu'on revient toujours un petit peu quand même sur le sujet par rapport à votre livre, La prochaine guerre sera nucléaire, donc on reste quand même dans le contexte. Toutes ces données sont fortement intéressantes et je pense vont faire découvrir à beaucoup de gens, moi la première, que la suprématie américaine n'est plus est en train de perdre de sa beauté, si je puis dire. Donc merci encore pour toutes ces informations et j'espère que l'on se retrouvera lors d'une prochaine vidéo pour traiter d'un autre sujet, toujours dans le cadre de votre livre et de géopolitique internationale. Merci beaucoup, à bientôt.